Je m'appelle Hubert Mention, je suis avocat de formation, j'ai exercé cette profession surtout dans le milieu artistique et le milieu du show business en particulier. Et puis j'ai écrit différents livres sur différents sujets, mais disons que de plus en plus avec le temps, je me suis intéressé à la grande question qui je pense nous intéresse absolument tous, c'est la question de savoir qui je suis, qui sommes-nous et quel est l'objectif de cette existence. Autrement dit, quelle est notre nature profonde? Existe-t-il des possibilités de trouver cette nature profonde et comment fait-on pour la découvrir? Et c'est une question qui est très liée à la question de l'identité dans le show business. D'une certaine manière, c'est la question inverse, parce que le show business travaille à fabriquer une identité, et la question de la nature profonde, c'est défabriquer justement l'identité que nous donnons aux autres pour trouver quelle est notre nature profonde. La deuxième question qui m'intéresse beaucoup et qui est très liée à la question de l'identité, c'est évidemment la question de l'image. L'image, c'est d'une certaine manière aussi une identité, et donc je fais beaucoup de conférences pour éduquer les gens, spécialement des jeunes d'ailleurs, à lire les images que nous subissons aujourd'hui de plus en plus. C'est à cause du fait que nous n'acceptons pas notre nature profonde que nous voulons consommer la plupart du temps. La consommation, il y a une très forte liaison entre le verbe avoir et le verbe être. Hein, si j'ai beaucoup d'argent, alors je suis riche. Donc beaucoup de consommateurs achètent pour se créer cette fameuse identité, pour trouver et pour surtout démontrer qui ils sont. Ce qui signifie que le plus grand ennemi, d'une certaine manière, de cette recherche de la nature profonde, c'est l'autre. Parce que c'est toujours l'autre qui nous dit ce que nous sommes, qui nous dit comment il faut agir, et c'est parce que nous avons une peur absolument incroyable du rejet par l'autre que nous acceptons de faire des compromis, des concessions qui sont parfois très dangereuses pour nous-mêmes, mais qui nous permettent d'être acceptés par ce groupe. Et nous avons donc cette croyance que pour être acceptés par le groupe, il faut que nous nous moulions à ce groupe. Mais en réalité, c'est exactement l'inverse, parce que le groupe, lui, a besoin d'un leader, pas spécialement d'un leader politique ou d'un leader économique, mais le groupe est lui-même dans sa recherche d'identité. Et à partir du moment où quelqu'un va trouver lui-même sa nature profonde et va accepter de l'exposer, au même moment, il va libérer l'autre, parce qu'il va permettre à l'autre de faire cette même recherche. Donc moi, je ne crois pas du tout que le fait de trouver une nature profonde nous éloigne de l'autre et nous isole de la société. Je crois que c'est exactement le contraire. Ça permet de faire considérablement évoluer cette société parce que nous offrons un modèle à l'autre qui est « il est possible d'être qui l'on est » ou en tout cas d'être sur ce chemin-là sans être exclu de quoi que ce soit. Pour arriver à ça, il y a une opération que moi j'adore, c'est la destruction. La destruction de croyances, parce que nous sommes tous habillés de toute une série de croyances que, à cause du train de notre vie quotidienne, nous n'avons même plus le temps de remettre en question, nous n'avons pas le temps de les vérifier. Donc la première opération que je suggère, que je propose, c'est une remise en question de nos croyances individuelles. Chacun a ses propres croyances, moi je ne demande pas aux gens d'exposer leurs croyances en public, ça leur appartient, mais je leur demande de les examiner, de voir si elles fonctionnent, de voir si ça marche. Moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est quand même l'aspect pragmatique de cette question qui est peut-être un peu philosophique, mais surtout d'un point de vue pragmatique, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est vrai? Alors, les outils pour faire ça, il y en a énormément. Et moi, je prends ceux que je connais bien, et notamment les outils qui viennent du show business, parce que le show business est donc un grand fabricateur d'identité, et on peut démonter avec les outils du show business qui ont servi à monter l'identité, eh bien ces mêmes outils peuvent servir à démonter cette fausse identité que je me donne, cette croyance que j'essaye que les autres aient de moi, cette persona, comme disait Jung, parce que j'utilise aussi des moyens de ce qu'on appelle la psychologie des profondeurs, et notamment de Jung, parce que Jung a exploré ça à fond en parlant du processus d'individuation. Donc les outils du show business plus du processus d'individuation, plus des recherches que j'ai pu effectuer dans les domaines notamment de spiritualité autochtone, ça donne un cocktail qui est complètement détonnant et qui fait qu'en sortant de ce genre de conférence,
les gens sont pris de vertige, et je pense que c'est le vertige de la liberté. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'ils sont beaucoup plus que ce qu'ils croyaient qu'ils étaient, et qu'ils sont beaucoup plus libres d'accomplir ce qu'ils sont que les missions qu'ils s'étaient données, ou que la société, ou que les autres, ou que la famille leur avait données. La personnalité, c'est un ensemble de comportements, de réflexes, de manières d'agir, de parler, de penser, que nous avons créés peu à peu en réaction à un certain environnement. Et c'est pourquoi, quand on parle de développement personnel, il faut faire très attention à ce qu'on dit, parce que peut-être que cette personnalité-là ne devrait pas être développée, et devrait plutôt être détruite, parce qu'elle nous empêche, c'est comme une croûte qui nous empêche d'exprimer ce que l'on est vraiment. La preuve que cette personnalité est une illusion totale, c'est que donc si la même personne était née dans un environnement différent, elle serait complètement différente aujourd'hui. Donc moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de développer la personnalité, la croûte qui a été créée en réaction à cet environnement, mais c'est d'enlever la croûte et de dire, regardez comme vous êtes plus beau quand vous êtes vous-même, quand vous êtes vrai, quand vous n'avez plus peur du jugement de l'autre. Alors, bien entendu que c'est une opération qui n'est pas toujours facile à faire, parce qu'il y a toujours le jugement des autres. C'est l'enfer, c'est les autres, c'est ce que disait Sartre. Hein. L'autre, le jugement que j'ai sur moi-même, c'est toujours le jugement de l'autre. Donc, comment fait-on pour se débarrasser du jugement de l'autre? Il n'y a qu'une seule solution. Pour se débarrasser de la peur du jugement de l'autre, il n'y a qu'une solution, et c'est l'acceptation de soi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'acceptation de soi, d'un point de vue pratique? Ça, cette question m'intéresse beaucoup. La découverte de cette essence que nous avons en nous-mêmes, elle est bouleversante et elle peut aboutir à tout changer. Il y a beaucoup de gens qui ont changé profondément leur vie après la découverte de ça. C'est d'ailleurs ce que Jung, pour revenir à lui, appelait la part d'ombre, hein, parce que Jung dit finalement, nous avons en nous-mêmes une part d'ombre qui est tout le côté que nous n'avons pas développé. Et généralement, autour de la quarantaine, cette part d'ombre, elle ressurgit et elle entraîne à ce moment-là toute une série de bouleversements dans une vie. Alors il est évident que ça peut être douloureux au départ, mais ce qu'on ressent après, c'est une liberté absolument incroyable. À partir du moment où je n'ai plus peur d'être jugé et où je n'ai plus besoin que les autres m'acceptent, c'est un trésor extraordinaire. C'est vraiment ça la liberté. C'est pour ça, je crois, qu'on dit que la vérité rend libre. Parce qu'effectivement, quand on est dans sa propre vérité, que les autres soient d'accord ou ne soient pas d'accord, ça n'a pratiquement aucune importance. Et on peut enfin être qui l'on croit qu'on est, ou en tout cas s'approcher. Je pense qu'il n'y a pas de chose plus importante dans la vie que ça, il n'y en a aucune. C'est beaucoup plus important que d'être milliardaire, que d'être amoureux, que d'être tout ce qu'on veut. Être soi, c'est un privilège qu'on doit tous conquérir parce que ce n'est pas évident. Alors, les bénéfices de cette découverte, ils sont, selon moi, ils sont tout à fait infinis, parce qu'il est évident qu'à partir du moment où je me connais moi-même, en tout cas où je me connais mieux moi-même, mais je vais choisir un partenaire de vie qui correspond, je vais le choisir pour cette vérité, pas pour avoir l'impression que je suis plus moi-même parce que je suis aimé par quelqu'un. Ce n'est donc plus du tout la même chose. Je ne me retrouve pas avec quelqu'un qui en réalité me sert de béquille. Je me retrouve avec quelqu'un qui m'aide à réaliser et que j'aide à réaliser cette espèce de nature profonde. Au niveau du travail, c'est évidemment la même chose. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, le travail, c'est un échange de ma liberté contre de l'argent. C'est ça quand même le salariat aujourd'hui. Hein. C'est j'apporte ma liberté, j'apporte mon temps et en échange on me donne l'argent. Les employeurs sont devenus aujourd'hui de très grands prescripteurs d'identité. Il suffit de voir dans les grandes entreprises que la plupart des gens sont habillés de la même manière, ont le même type de comportement, ont même le même type de pensée. Donc on voit que c'est très lié à cette question d'identité. Et à partir du moment où je me retrouve au cœur de moi-même, je n'ai plus besoin et je ne peux plus accepter, bien entendu, qu'on me colle une identité qui ne correspond pas à la mienne. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a rien de plus révolutionnaire et de plus positif que de se rapprocher du cœur de qui l'on est. Moi,
je n'ai aucune prétention à ce qu'une conférence de moi, et d'ailleurs je crois que ça n'existe pas, mais qu'à ce qu'une conférence donne des outils magiques et que finalement la personne sorte changée pour la vie. La seule chose qui fait qu'une personne change, c'est quand sa pensée commence à changer. À partir du moment où la pensée d'une personne par rapport à telle ou telle problématique commence à changer, toute la vie, peu à peu, va se modifier. Mais si on ne modifie pas la pensée et qu'on ne fait que modifier des comportements, on tombe dans un robotisme dont justement moi je veux aider les gens à sortir. Donc l'idée c'est de créer une brèche, de commencer à créer une brèche dans la croyance. Et dès l'instant où la personne sent que ses croyances sont déstabilisées, le travail après, d'une certaine manière, se fait tout seul. Parce que si ça ne tient plus bien, ça va s'écrouler peu à peu. Et dans cette brèche qui est installée, à ce moment-là, il y a ce que moi j'appelle la percolation, c'est-à-dire que c'est comme un percolateur. Les gouttes commencent à tomber peu à peu, et peu à peu, il y a une modification qui se fait. Mais cette modification ne se fait que parce qu'au départ, il y a eu un bouleversement de ce qui est, selon moi, le plus important de tout, ce sont nos croyances et nos pensées. À partir du moment où je suis sur ce chemin magnifique de me rapprocher de moi-même, de cette aspiration qu'il y a à l'intérieur de moi, tout change. Parce que tout ne change pas d'un coup, bien entendu, parce que c'est un lent mouvement que fait notre conscience, que fait notre esprit. Mais une fois que c'est parti, ça ne revient jamais en arrière. Moi, je n'ai jamais vu de cas où ça revenait en arrière. Une fois que c'est parti, il y a un moteur qui tourne et qui ne s'arrête pas. Il y a un côté qui est tout à fait extraordinaire, c'est comment les événements arrivent en fonction de qui l'on est. Je ne sais plus qui disait, mais je crois que c'était un maître taoïste qui disait, si vous voulez savoir l'état de votre conscience, regardez ce qui vous arrive. Et effectivement, quand on voit tout ce qui arrive autour d'une personne, ça parle de l'état intérieur de cette personne. Donc quand l'état intérieur change, peu à peu, tout ce qui est l'environnement extérieur commence à se modifier aussi. Et c'est d'ailleurs ce que la plupart des contes de fées nous disent dans des termes qui sont un petit peu cachés, mais c'est si je change intérieurement, le monde extérieur autour de moi change aussi. Mais ça ne doit pas rester, bien entendu, au niveau de la pensée. Il y a la pensée, et puis après, il y a cette percolation. C'est-à-dire que, bien entendu, pour que quelque chose soit intégré, il faut que ça quitte la pensée pour aller rejoindre les os, d'une certaine manière. Hein. C'est-à-dire pour que ça se traduise en choses très pratiques, très pragmatiques, très physiques. Parce que sinon, ça reste uniquement de l'intellectualité, ce qui n'a aucun intérêt. Ce que je veux faire, moi, ce n'est pas dire qu'une chose est vraie ou qu'une chose est fausse. Qui suis-je pour dire qu'une chose est vraie ou est fausse? Mais accompagner la personne dans son propre examen de ce qui pour elle est vrai ou de ce qui pour elle est faux. Et je crois que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, s'offrir 1 heure de réflexion, 1h30, 2 heures, ou peu importe, mais s'offrir du temps de réflexion est quelque chose que nous n'avons plus jamais l'occasion de faire. C'est complètement incroyable, mais nous n'avons plus jamais l'occasion de réfléchir à la chose qui est la plus importante pour nous, c'est-à-dire nous. Et moi, j'encourage les gens à prendre toute occasion de réfléchir, hein, pas rêver, pas avoir des illusions, pas tomber dans des illuminations, mais vraiment penser, raisonner à qui ils sont. C'est un cadeau que toute personne doit se faire périodiquement.